Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Luchan. Les graminées, c'est pas simplement ces vulgaires herbes, ces simples herbes qu'on peut parfois imaginer. Il y en a qui sont en effet particulièrement décoratives. Elles ont énormément de qualités. Elles sont faciles à cultiver, elles s'adaptent à la plupart des sols. Beaucoup d'entre elles sont vivaces, c'est-à-dire qu'elles vont revenir d'une année sur l'autre. Hormis un petit entretien annuel, elles ne réclament en général vraiment pas beaucoup de soins. Elles offrent des pores, des couleurs et des formes très variées. Elles sont absolument superbes quand elles oscillent dans le vent. Elles captent et jouent avec la lumière comme peu d'autres plantes sont capables de le faire. Elles font rapidement souvent beaucoup d'effets. Et enfin, certaines d'entre elles offrent des épiaisons, des floraisons qui sont absolument superbes. Dans une précédente vidéo, je vous proposais 5 petites graminées, 5 graminées très basses qui convenaient bien pour les petits jardins. Et j'avais eu pas mal de réactions concernant les allergies que peuvent provoquer les graminées. Comme je suis d'un naturel curieux, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette histoire d'allergie aux graminées. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Beaucoup de graminées ne provoquent aucune allergie. En effet, la plupart des graminées auxquelles on est allergique sont des graminées dites fourragères ou des graminées sauvages. Les graminées qu'on utilise dans le jardin, on l'appelle des graminées décoratives ou graminées ornementales, en fait, elles ont en général pas vraiment d'impact sur les allergies. Alors certaines un petit peu plus, d'autres moyennement, et puis certaines pas du tout. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, ce qui veut dire que vous allez pouvoir installer des graminées dans votre jardin, même si vous êtes allergique. Donc j'ai fait quelques recherches et je me suis référé au Réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA, je vous mettrai le lien dans la description, qui recense un petit peu les différentes allergies que peuvent provoquer et les différentes graminées qu'on utilise au jardin. Donc pour chaque plante que je vais vous citer dans cette vidéo, je vous dirai à la fin quelle est la quantité, la production de pollen pour chacune de ces plantes et si le risque d'allergie qui est lié à chaque plante est moyen, élevé ou faible. Bien sûr, celles qui présentent un risque élevé, si vous êtes allergique aux graminées, vous allez les éviter. Celles qui ont un risque moyen, ça veut dire que vous pouvez quand même en installer dans votre jardin. Le tout, c'est de ne pas en mettre toute une prairie, de les planter en masse, parce que là, bien sûr, vous risquez de multiplier les risques d'allergie. Et puis enfin, celles qui ont un risque très faible, ça veut dire que vous pouvez très bien les utiliser dans vos massifs, même si à la base, vous savez que vous êtes allergique aux graminées. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 5 graminées de taille, on va dire de taille moyenne, grande ou vous allez voir pour certaines carrément géantes, que je cultive au jardin. Alors bien sûr, j'ai dû faire une fois de plus un choix, parce que les graminées, il y en a énormément, c'est une famille où il y a énormément de choix. Alors les graminées qu'on appelait avant les graminées qu'on appelle maintenant les poacées, mais c'est exactement la même chose. Et vous allez voir qu'avec cette sélection, vous avez déjà de quoi faire. Dans les commentaires, je compte d'ailleurs sur vous pour me dire quelles sont vos graminées préférées. Allez, c'est parti pour la présentation de ces 5 graminées. La première que je vous propose s'appelle la canche cespiteuse, qu'on appelle en latin Descampsia cespitosa. C'est une très belle graminée, au feuillage très fin, persistant à semi-persistant, ça va dépendre de l'hiver, des rigueurs de l'hiver. Et ça va former une touffe assez arrondie, un peu une port en fontaine, qui fait à peu près 50 cm en tous sens. La majorité du temps, le feuillage est vert, mais il existe des variétés au feuillage panaché. Alors c'est une espèce un peu différente qui s'appelle Descampsia flexuosa Tatragold, qui a un feuillage vert acide, presque jaune, qui peut être très sympa aussi et qui est un peu plus lumineuse. L'épiaison a lieu en été, donc ça monte assez au-dessus du feuillage, ça peut monter à peu près 1,20 m, donc on a plein de tiges comme ça, très gracieuses, avec une espèce de nuage d'épis très vaporeux qui dansent vraiment très facilement dans le vent et qui en plus vont rester décoratifs très longtemps. La canche cespiteuse, vous pouvez la cultiver dans tout sol frais, mais une fois installée, elle peut résister pas mal à la sécheresse. Elle supporte également très bien les sols argileux assez lourds qui vont être temporairement gorgés d'eau, donc ça lui pose absolument aucun problème. Et si vous avez un sol plutôt sableux et plutôt sec, orientez-vous plutôt vers Descampsia flexuosa qui elle résiste mieux dans ces conditions-là. Concernant le pH, elle s'en fout, acide, neutre ou calcaire, ça lui pose aucun souci. Et pour ce qui est de l'exposition, c'est pareil, elle n'est pas très compliquée. Alors de préférence au soleil, mais vous pouvez également la cultiver à mi-ombre, voire à l'ombre un peu plus dense, elle sera moins florifère. Mais moi j'en ai une qui pousse ici au jardin, qui est quand même pas mal à l'ombre et qui tous les ans me fait des nuages d'épis. Elle est très généreuse malgré tout. C'est une graminée qui est très résistante au froid puisque vous allez facilement jusqu'à moins 20 degrés voire au-delà. Quoi vous dire d'autre, vous pouvez également la cultiver en pot, il n'y a pas de souci. Et puis alors concernant l'entretien, c'est très facile, c'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver, au début du printemps, vous allez tout simplement couper les tiges défleuries à la base. Et puis vous allez par contre, vous n'avez pas coupé le feuillage, vous allez simplement nettoyer un petit peu le feuillage qui est défraîchi et qui est un peu jauni. Pour ce qui est des allergies, concernant la production de pollen, la production est assez moyenne, par contre le risque est assez élevé. Donc c'est une graminée qui peut favoriser les réactions allergiques chez les personnes sensibles. Donc à éviter si vous êtes vraiment sensible aux graminées.
Le Calamagrostis acutiflora, c'est une graminée qui là va avoir un port beaucoup plus droit, beaucoup plus érigé. On a une touffe de feuilles très fine, donc très rectiligne et qui va monter aux alentours de 1,50 m. Parmi les plus utilisées au jardin, il y en a une à feuillage vert qui s'appelle Karl Foster. Il y en a une autre qui a un feuillage panaché blanc crème et vert qui s'appelle Overdam. Moi c'est la variété Overdam que j'ai au jardin. L'éclosion de cette graminée, elle a lieu entre l'été et l'automne et elle va être dans le prolongement du feuillage, comme ça, en épi dressé, qui pareil va rester décoratif, l'épiaison va rester décorative un bon petit moment. Pour ce qui est des conditions de culture, elle n'est pas très difficile non plus. Vous pouvez lui offrir un sol qui soit assez fertile, assez profond, voire argileux, assez lourd. Mais elle va aussi supporter les sols qui sont plus secs, qui sont plus filtrants, et ce, quel que soit le pH du terrain. Vous la mettez plutôt au soleil, éventuellement à la mi-ombre. Vous pouvez également la cultiver en pot. Au niveau rusticité, c'est pareil, on est sur du -20, -25 degrés, donc aucun souci. Et une fois de plus, pour les graminées, c'est souvent le cas, l'entretien est très limité, vous allez à la fin de l'hiver, en général c'est à ce moment-là qu'on taille ce genre de graminées, vous allez supprimer tout le feuillage qui est défraîchi à la base, de façon à ce qu'elle puisse reformer une touffe pour la belle saison. Concernant les personnes allergiques, on a une production de pollen qui est moyenne, donc on a faible, moyen ou fort, donc la production de pollen est moyenne, et le risque est également moyen, c'est-à-dire que c'est pas forcément une des graminées les plus allergènes, mais alors si vous en plantez une un petit peu dans votre jardin, si vous avez un peu d'espace, a priori il n'y a pas de gros soucis. Éventuellement éviter d'en planter toute une série juste à côté de la terrasse, parce que là éventuellement ça peut provoquer quelques allergies. Le panique érigé, Panicum virgatum, est une autre très belle graminée qui va avoir un port assez étroit également, enfin assez érigé, mais qui va être plus ou moins ouvert au sommet. Elle va monter entre 1 et 2 mètres, et puis là aussi on a un feuillage qui est fin, qui est linéaire, et qui va vous offrir différentes couleurs selon les variétés que vous allez choisir. L'espèce type, c'est un feuillage vert classique. Si vous voulez un feuillage un petit peu bleuté, il faut vous orienter vers la variété Dallas Blue. Et si vous voulez un feuillage qui est des teintes pourpre à rouge, choisissez plutôt la variété Elliger Hein. En automne, cette graminée va prendre de très belles teintes. En général, c'est plutôt dans les tons jaune doré ou éventuellement orangé, voire rouge. Par exemple, Elliger Hein prend des teintes rouges assez exceptionnelles. J'en ai vu dans des jardins qui étaient absolument fabuleuses en automne. Le panique fleurit également, comme les autres graminées, donc ça va fleurir au-dessus du feuillage et ça fait un petit nuage, on dirait un peu comme des petites perles en suspension au-dessus de la plante. C'est vraiment super sympa, quand vous avez la rosée par exemple, le givre qui se cale dessus, c'est absolument super beau. Et bien sûr, elle capte aussi très bien la lumière. Pour le panique, c'est plutôt le soleil ou éventuellement la mi-ombre. Et là aussi au niveau du sol, ça peut être un sol riche, qui soit frais mais drainé. On essaye quand même de ne pas avoir un sol qui soit trop gorgé d'eau en hiver. Mais vous pouvez aussi planter votre panique dans un sol qui soit plus sec, plus filtrant. D'ailleurs souvent quand vous avez un sol plus sec et plus filtrant, le panique a tendance à se tenir un petit peu plus droit et à accentuer un peu la couleur du feuillage. C'est encore une graminée qui est très résistante au froid, on est sur du -20 à -30 degrés. Vous pouvez cultiver le panique en pot, mais alors si vous cultivez le panique en pot, choisissez peut-être des variétés qui ne soient pas trop vigoureuses et choisissez un pot assez grand parce que c'est un système racinaire assez puissant qui a besoin de place, donc si vous le mettez dans un tout petit pot, il ne va pas être forcément très à l'aise et vous n'aurez pas une belle plante. Ici encore, à la fin de l'hiver, on taille tout à ras et ça repousse dans la saison et c'est de plus en plus opulent chaque année. Le panique, c'est une plante qui est vraiment indiquée si vous êtes allergique aux graminées, puisqu'il y a une faible production de pollen et que le risque d'allergie est également faible, voire nul, avec ce genre de graminée. La graminée suivante s'appelle la stipe géante, qu'on appelle aussi parfois l'avoine géante, et son nom latin c'est Stipa gigantea. La stipe géante, c'est une graminée qui a vraiment une très belle architecture. Elle va former une touffe de feuillage assez arrondie aussi, un peu comme la canche cespiteuse, qui va être persistant à semi-persistant selon le climat, qui va faire à peu près 50-60 cm en tous sens. Vers le mois de mai-juin, vous allez voir émerger des tiges qui vont progressivement s'allonger jusqu'à 1,80 m, 2 m. Donc les tiges sont nues et puis au sommet, vous avez cette épiaison qui rappelle un petit peu celle de l'avoine, qui est également très légère. Et là aussi, alors dès que vous avez un peu de vent, c'est une graminée qui est très souple, très légère et qui apporte beaucoup de grâce dans un jardin ou dans un massif. Ici, j'ai un petit souci avec cette stipe, à savoir que ces inflorescences, ces tiges, au bout d'un moment, elles peuvent casser assez rapidement. Alors peut-être parce que j'ai un terrain un peu riche, un peu lourd et peut-être un petit peu trop humide. Donc ce qui fait qu'elles ne restent pas décoratives jusqu'à l'automne. Alors il en reste bien en automne quelques-unes, mais régulièrement en saison je suis obligé de les couper parce que sinon elles sont cassées, elles ne sont pas très belles. Alors qu'en début de saison, par contre, au moment de l'épiaison, elle est absolument superbe.
La stipe, vous allez lui offrir n'importe quel sol, qu'il soit frais ou plus sec, mais qu'il soit bien drainé. C'est une plante qui résiste extrêmement bien à la sécheresse et à la canicule, donc vraiment au niveau des étés chauds et secs qu'on a en ce moment, si vous cherchez une graminée qui soit bien résistante, vous pouvez vous tourner vers ce genre de plante, il n'y a aucun souci. Et puis vous allez l'installer au soleil ou éventuellement à la mi-ombre. Alors elle est un petit peu moins rustique que les précédentes, on est sur du moins 12, moins 15 degrés à condition que votre sol soit bien drainé, mais donc elle reste quand même cultivable dans pas mal de régions. C'est encore une graminée que vous pouvez cultiver en pot pour la mettre par exemple sur un balcon ou une terrasse. Et au niveau de l'entretien, là une fois de plus, très limité. Donc en fin d'hiver ou même avant, je vous dis, vous allez couper à la base complètement les tiges qui sont cassées, défleuries ou inesthétiques. Mais par contre vous ne coupez pas le feuillage, vous vous contentez de le nettoyer rapidement. Pour ce qui est des allergies, la production de pollen est assez faible, par contre le risque est moyen. Voilà, donc c'est une graminée qui peut éventuellement, pour les plus sensibles, provoquer quelques réactions. On finit avec un genre qui est très riche, très varié, c'est ce qu'on appelle les eulalie ou les roseaux de Chine. Donc en latin c'est les miscanthus, donc il y a plusieurs miscanthus sinensis, miscanthus oligostachys, etc. Enfin il y en a plusieurs, je vais revenir un petit peu plus tard. Mais ce sont de grands classiques qu'on retrouve fréquemment dans les jardins et auprès des amateurs de graminées. Comme je vous l'ai dit, c'est un genre qui est très varié, qui est très riche. On a des plantes qui vont faire 60-70 cm de haut et puis on va arriver jusqu'à des géantes qui vont faire 3 mètres. Le feuillage est très élégant, il peut être vert ou panaché, et puis bien souvent ce sont des graminées, pour certaines variétés en particulier, qui prennent de superbes teintes à l'automne. Certaines n'ont même rien envié à des arbres qui rougissent ou qui prennent des teintes d'or en automne. Elles leur font franchement concurrence. Après, pendant l'hiver, le feuillage va rester en place, on dit qu'il est marcescent, il va devenir couleur paille, mais ça garde un intérêt quand même parce que ça garde une structure dans vos jardins en hiver et ça reste décoratif. Et une fois de plus, un petit coup de givre ou un petit coup de neige, et puis tout de suite elles prennent une autre dimension. Alors la majorité des graminées que je vous ai présentées aujourd'hui, elles sont cespiteuses, c'est-à-dire qu'elles restent sages, qu'elles restent en touffe. Mais chez les miscanthus, on a certaines qui vont rester en touffe, qui vont être cespiteuses, et d'autres qui vont être un peu plus traçantes et qui vont avoir tendance à cavaler davantage. Dans les quelques variétés que je vais vous proposer après, je vous dirai si elles sont cespiteuses ou plutôt traçantes. Pour la culture, là aussi, pas de souci, tout sol, tout pH, acide, neutre, calcaire, plutôt au soleil ou éventuellement à la mi-ombre. Elle résiste bien à la sécheresse, cela dit, si vous voulez qu'elle soit plus belle, plus opulente et puis qu'elle fleurisse davantage, un sol frais c'est quand même un gage de meilleure réussite. Concernant l'entretien, c'est encore super simple, on taille tout à la fin de l'hiver, au ras, au pied, et puis on la laisse repartir. Et puis alors ce sont des graminées qui peuvent au bout d'un moment prendre un peu trop d'ampleur, et donc ou se creuser un petit peu à l'intérieur, c'est-à-dire que le pied s'élargit, bon doucement il s'élargit, et le cœur de la plante a tendance à se dégarnir. Donc dans ce cas-là, on peut éventuellement les diviser. Alors si vous voulez regarder un petit peu la vidéo sur la division d'une graminée, j'en avais fait une il n'y a pas longtemps, je vous mets le lien, vous pourrez aller voir comment on procède. Alors ça peut être un petit peu du sport pour des grosses graminées comme les miscanthus, mais ça vaut franchement le coup parce que ça vous permet en plus de la diviser, donc d'avoir plusieurs pieds, de pouvoir en offrir ou en mettre ailleurs au jardin. Pour les personnes allergiques, bonne nouvelle, puisque les miscanthus ont une production de pollen qui est assez faible et un risque allergique qui est faible également. Donc voilà, des plantes que vous pouvez utiliser au jardin si vous êtes allergique. Ça tombe bien parce qu'il y a une grande diversité qui existe. Alors je ne peux pas vous présenter toutes les espèces et toutes les variétés parce qu'il y en a énormément chez les miscanthus, mais je peux vous en présenter quelques-unes que j'ai au jardin ou que j'ai vues dans des jardins que j'ai visités et que j'avais trouvé vraiment sympa. Le premier que j'ai au jardin s'appelle Miscanthus malpartus. Alors c'est une très belle graminée qui a un feuillage assez large et qui va prendre de très beaux coloris en automne entre le rouge, le jaune et l'orangé. Si vous aimez les feuillages panachés, je vous conseille le Miscanthus variegatus. Pour moi, c'est sans doute un des plus beaux miscanthus qui existent. Le feuillage, il est panaché de vert et de blanc, mais il est vraiment très fortement panaché de blanc, ce qui fait que quand vous êtes un petit peu loin, vous pouvez avoir l'impression que la plante est complètement blanche. Ensuite, on va avoir des beaux épis qui sont un peu rosés, qui rajoutent beaucoup d'intérêt à la plante. Mais il y a un petit souci, c'est que cette graminée a tendance, au moment de l'épiaison, à s'ouvrir un petit peu et elle peut s'avacher. Donc il va falloir faire attention où vous la placez.
Donc soit vous la calez entre des arbustes qui sont assez solides pour la soutenir, soit éventuellement, moi je l'ai fait ici, vous construisez un cadre avec un grillage de façon à soutenir un petit peu son port et à éviter qu'elle s'affale trop. Mais au bout d'un moment, je l'avais fait sur une graminée l'an dernier, mais elle était montée à quasiment à 3 mètres, parce que normalement c'est une graminée qui fait aux alentours de 2 mètres, mais qui peut monter comme ça jusqu'à 3 mètres, et qui avait fini même avec le cadre à s'avachir et à écraser les plantes qui étaient à côté d'elle. Donc si vraiment elle prend trop de proportions, vous n'hésitez pas à la déterrer et à la diviser pour refaire des plus petits pieds qui vont mieux se tenir que des pieds qui sont installés depuis plusieurs années. Autre variété panachée intéressante, c'est le Miscanthus cabaret. Vous le voyez ici, je l'ai pris en photo au jardin d'Antéoulé. Donc c'est également un très beau Miscanthus qui va faire aux alentours de entre 1,80 m et 2,50 m. Variegatus et cabaret ont des panachures dans le sens longitudinal des feuilles, mais vous avez aussi des variétés qui ont des panachures horizontales. C'est par exemple le cas de la variété Zebrinus strictus qui va monter à peu près 1,70 m et qui lui va avoir des rayures jaunes horizontales. Très belle variété également, mais qui va monter un peu moins. On est sur du 1 m, 1,20 m, 1,50 m si vous avez un bon sol et qu'elle se plaît bien. La variété Yakujima. Donc il y a un port très dense, un très joli port en fontaine. Une épiaison qui est sympa également. Et puis en automne, vous avez le feuillage qui peut se teinter un peu de pourpre. Donc c'est aussi une très belle variété. Certaines variétés sont réputées pour leur coloris en automne. Je pense par exemple à la variété Ghana ou à la variété Navarro, qui en effet prennent de très belles teintes en automne. C'est des oranges, rouges, vraiment assez intenses. Le problème c'est que, alors ce sont des variétés qui sont censées être plus petites, 1,40 m environ, mais je suis assez déçu parce que je trouve qu'au jardin elles sont restées assez chétives. Elles ne se développent pas aussi bien que les variétés que je vous ai citées auparavant. Un autre Miscanthus qui est réputé pour ses couleurs d'automne, alors souvent on le trouve sous l'appellation de Miscanthus sinensis, alors qu'en fait c'est pas tout à fait la même espèce, pardon. C'est un Miscanthus oligostachys purpurascens. Alors celui-là il est un peu particulier parce que il ne va pas rester en touffe comme les autres Miscanthus, il va avoir tendance à s'étendre. Alors il n'est pas envahissant, mais il s'étend de façon un peu anarchique, donc vous n'avez pas une touffe bien ronde, ça peut vous faire un truc un peu... je ne peux pas vous donner de forme en fait, parce qu'il pousse un peu comme il veut. Il est assez petit, il va monter aux alentours de 70 cm. L'épiaison, c'est pas vraiment son point fort. Par contre c'est vrai qu'à condition qu'il ne manque pas d'eau en été, parce que s'il manque d'eau, il va très vite tourner à la couleur paille, mais si il a suffisamment d'eau pendant la saison estivale et que vous soutenez un petit peu ça, en automne il peut devenir jaune orangé, orange rouge, magnifique, il peut être vraiment super beau, mais la condition c'est qu'il n'ait pas soif pendant l'été. En visitant le jardin du Bois Marquis qui se trouve à côté de Lyon, j'y étais l'automne dernier, d'ailleurs c'est un jardin que je vous conseille pour ses arbres aux somptueuses couleurs d'automne. Je suis tombé sur le Miscanthus sacchariflorus Gotemba. Alors ça c'est aussi un autre Miscanthus qui est très beau, avec des cannes très colorées, rouges, orangées et rouges, un feuillage panaché qui va monter aux alentours de 2 mètres, mais alors lui par contre il a tendance à beaucoup s'étendre, il peut devenir assez incontrôlable, donc il ne faut pas le mettre dans des massifs où vous avez des plantes un peu fragiles que vous voulez épargner, mais par contre ça peut être une très bonne plante si vous voulez le mettre sur un talus par exemple que vous voulez stabiliser. Le dernier Miscanthus que je voulais vous proposer, c'est le Miscanthus giganteus. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore au jardin. Enfin, je vais bientôt l'avoir puisque je l'ai acheté et que je vais le planter cette année. C'est un Miscanthus, lui, qui est, comme son nom l'indique, un géant. Il va monter facilement à 3 mètres. Là aussi, on a de très très belles cannes. Il reste en touffe, il ne va pas s'étendre celui-là comme Gotemba. Donc c'est beaucoup de présence, c'est une très belle prestance au jardin. Alors pas à mettre au premier plan, bien sûr, mais au centre d'un massif ou à l'arrière, si vous avez un massif qui est contre une haie ou contre un mur, ce sera parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné envie d'adopter des graminées dans votre jardin ou sur votre terrasse ou votre balcon. Ce sont des plantes qui sont tellement belles, tellement faciles à vivre, qui apportent de la verticalité, de la légèreté et du mouvement dans les massifs qui serait à mon avis dommage de s'en priver. Vous pouvez les utiliser en écran, par exemple pour cacher un vis-à-vis qui vous déplaît, vous pouvez les utiliser en masse, vous pouvez aussi les utiliser dans un massif avec des arbres, des arbustes, des vivaces, des rosiers. Ce sont en effet des plantes qui sont généralement très faciles à associer. Elles vont donc parfaitement s'intégrer dans un jardin, que ce soit un jardin de type romantique par exemple, ou même dans un jardin de type contemporain, aux lignes assez épurées. N'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin si elle vous a plu bien sûr, de la commenter, de la partager avec des gens que ça pourrait intéresser. En vous abonnant à la chaîne et en particulier si vous activez la petite cloche, vous serez tenu informé en temps réel de toutes les vidéos qui sortent au fur et à mesure où elles sortent. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jardinage, sur le jardin et sur les plantes. À très bientôt, ciao!